Bonjour et bienvenue dans l'iceberg, des disparitions mystérieuses et inexplicables. Aujourd'hui les aventuriers, nous explorons les eaux troubles de l'iceberg avec 30 nouvelles histoires inquiétantes. Dans cette troisième partie, nous allons tout d'abord enquêter sur l'impossible disparition d'un milliardaire en plein vol. Puis nous explorerons l'affaire angoissante et toujours non résolue des enfants sodeurs et nous terminerons avec le Elisa Lam taïwanais. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, votre soutien est essentiel. Bref, sans plus attendre les aventuriers, ouvrez grand les yeux et laissez votre curiosité vous guider, car nous partons dès maintenant découvrir les zones d'ombre des eaux troubles de l'iceberg. Commençons notre descente avec une affaire qui a littéralement secoué le monde. En juillet 2021, Gabby Petito et Brian Laundrie partent pour un road trip à travers les États-Unis d'Amérique dans leur van Ford blanc. Ils documentent tout sur YouTube et Instagram et tout semble parfait. Mais vous allez voir que, derrière les paysages grandioses, les sourires et les couchers de soleil, se cache une réalité bien plus sombre. Tout bascule le 12 août lorsque la police de Moab, dans l'Utah, les arrête après un signalement de violence conjugale. Les images de la caméra corporelle des policiers font froid dans le dos. On y voit Gabby en pleurs, désemparée, s'accusant elle-même d'être trop émotive, tandis que Brian joue le rôle du petit ami calme et raisonnable. Convaincus par cette dynamique, les policiers les séparent pour une nuit et les laissent repartir ensemble le lendemain. À partir de là, tout s'enchaîne rapidement. Le 1er septembre, Brian rentre chez lui en Floride avec le van, mais il est seul. Les parents de Gabby s'inquiètent, ils signalent la disparition de la jeune femme et lancent un appel déchirant qui met le feu aux poudres. L'Amérique entière se lance à la recherche de Gabby et des millions d'internautes analysent chaque pixel de leurs vidéos. Et c'est grâce à cette mobilisation exceptionnelle qu'un couple de blogueurs repère le van près du parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Et oui, le parc s'appelle bien comme cela, c'est un héritage des trappeurs québécois. Le 19 septembre, l'impensable se produit lorsque le corps de Gabby est retrouvé. L'autopsie révèle qu'elle a été étranglée et qu'elle est morte depuis plusieurs semaines. Brian Laundrie devient alors l'homme le plus recherché du pays. Pendant des semaines, la traque est incessante et se concentre sur la réserve marécageuse de Carlton. Quand, finalement, le corps de Brian est retrouvé le 20 octobre, il a mis fin à ses jours avec une arme à feu. Dans une confession écrite, il avoue avoir tué Gabby, mais tente de justifier son acte comme une euthanasie par pitié, après qu'elle se soit blessée. Évidemment, les experts et la famille de Gabby ne sont pas dupes et voient l'ultime manipulation d'un homme violent qui voulait contrôler le récit. Si la confession écrite a permis d'établir la culpabilité de Brian, le motif du meurtre de Gabby reste, encore aujourd'hui, une question sans réponse. Ok les aventuriers, préparez-vous à une affaire où la nature elle-même semble avoir servi de couverture à un crime. L'histoire qui suit se déroule sous le regard implacable de l'ouragan Andrew dans la petite ville de Tupelo. C'est l'endroit même qui a vu naître Elvis Presley, mais ce jour-là, l'air n'était rempli ni de musique, ni de gloire, mais d'une tension silencieuse et menaçante. Le 27 août 1992, Leo Chi, 13 ans, est seule à la maison. Sa mère, Vicky Felton, vient de partir au travail et l'adolescente doit se préparer pour la rentrée au collège. Mais ce jour-là, l'actualité est dominée par la météo. Une tempête liée à l'ouragan Andrew se dirige vers Tupelo. Prise d'une angoisse soudaine et inexplicable, Vicky fait demi-tour et, à son retour, la scène qu'elle découvre lui glace le sang. La porte du garage est ouverte et la lumière est allumée. En entrant dans la demeure, elle aperçoit tout de suite du sang maculé sur le mur, elle se met à appeler Lee, complètement paniquée, puis finit par composer le 911. L'inspection de la maison par la police révèle l'ampleur de la violence. Il y a des flaques de sang dans la chambre de Lee, des traces significatives dans le couloir et la salle de bain, et même sur la porte de la chambre. Les enquêteurs notent que quelqu'un a tenté de nettoyer la scène de crime, et l'analyse médico-légale suggère que l'hémorragie provient d'une blessure au-dessus du cou. Mais étrangement, le domicile ne présente aucun signe d'effraction forcée et le chef de la police conclut que l'agresseur a pu être connu de la victime. L'affaire connaît ensuite un développement des plus étranges. 8 jours après la disparition de Lee, le 9 septembre 1992, un paquet est envoyé à l'adresse de la famille et à l'intérieur, les enquêteurs trouvent les lunettes de la jeune fille. Pour les autorités, l'envoi du colis sans mot de rançon n'est qu'une ruse, une tentative délibérée de détourner l'attention des détectives. Sauf que voilà, les années défilent et l'affaire s'enfonce dans les hypothèses. Vicky Felton est soumise à 3 tests polygraphiques et les résultats indiquent qu'elle a montré des signes de tromperie. Si la mère n'a jamais été formellement accusée, elle est restée une personne d'intérêt en raison de la nature de son départ et de son retour précipité. De son côté, Vicky a toujours pointé du doigt Mike Kearns, un criminel qui avait enlevé et agressé une autre adolescente de Tupelo 9 mois après la disparition de Lee.
peut-être contient une piste, mais malheureusement, aucun lien définitif avec Lee n'a jamais été établi. Aujourd'hui encore, malgré les recherches et les efforts de la police, l'énigme Lee Ho-chi demeure entière. Est-ce que l'adolescente a été victime d'un agresseur opportun, d'un drame familial impliquant son ex-beau-père, ou bien a-t-on fait disparaître en profitant du chaos de l'ouragan? Partons maintenant pour l'Oklahoma, avec l'une des affaires les plus bizarres et les plus dérangeantes de la dernière décennie. C'est l'histoire d'une famille entière qui semble avoir été terrorisée par une force invisible avant de disparaître dans la montagne. Nous sommes en 2009. Bobby Jamison, sa femme Sherilyn et leur petite fille de 6 ans, Madison, cherchent à acheter un terrain isolé dans les montagnes de Samboi. C'est ainsi que, le 8 octobre, la famille part voir un terrain, mais ils ne reviendront jamais. 8 jours plus tard, des chasseurs découvrent leur pick-up abandonné sur un chemin de terre au milieu de nulle part. Et ce qu'on trouve à l'intérieur défie toute logique. Il n'y a aucune trace de lutte et les portières sont verrouillées. Lorsque les enquêteurs déverrouillent le véhicule, ils retrouvent les portefeuilles, les téléphones portables, les clés et une enveloppe contenant 32 000 $ en liquide sous le siège conducteur. Mais le plus déchirant, c'est que leur petit chien est toujours enfermé dans le camion, vivant mais affamé et déshydraté. Quand on y pense, c'est vraiment étrange les aventuriers. Pourquoi abandonner son chien, une somme colossale d'argent et son véhicule pour partir à pied dans la forêt avec une enfant de 6 ans? L'enquête révèle ensuite une vidéo de surveillance prise devant la maison des Jamison le jour de leur départ, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les images sont glaçantes. On y voit Bobby et Sherilyn faire des allers-retours entre la maison et le véhicule pour charger des affaires. Ils bougent au ralenti sans se parler, ils s'arrêtent parfois et fixent le vide pendant de longues secondes. Bon, il faudra attendre 4 années interminables pour que 2 chasseurs découvrent les restes squelettiques des Jamison à moins de 5 km du pick-up. Mais malheureusement, la décomposition est trop avancée pour déterminer la cause exacte de la mort, mais un trou dans le crâne de Bobby suggère une exécution. Reste à savoir s'il s'agit d'un acte criminel ou d'une mort auto-infligée. Bref, les théories explosent. On parle tout d'abord d'un deal de stupéfiants qui a mal tourné, le père de Bobby étant connu pour être un trafiquant notoire. D'accord, mais ça ne colle pas que la mise en scène macabre et les 32 000 $ laissés dans le véhicule. Peut-être faut-il chercher une explication plus occulte. Les Jamison auraient raconté à leur pasteur local qu'ils avaient vu des esprits à l'intérieur de leur maison et que Bobby aurait lu la Bible satanique. Je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais sans tomber dans le paranormal, on peut imaginer que la famille a été victime de paranoïa ou a été sous l'emprise de substances hallucinogènes. Bon, et vous les aventuriers, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis certain que l'histoire de Rico Harris ne vous laissera pas indifférent. En effet, comment imaginer qu'un homme de 2,06 m, une véritable force de la nature, puisse disparaître sans laisser de traces? Notre histoire se passe en 2014. Rico Harris était un basketteur extrêmement talentueux qui a même fait partie des prestigieux Harlem Globetrotters. Mais malheureusement, sa carrière a été fracassée par l'alcool et les abus en tout genre. Au moment des faits, Rico vient de rencontrer l'amour avec une certaine Jennifer Song et décide de quitter la Californie pour s'installer à Seattle. C'est ainsi que, le 10 octobre, il prend sa voiture et entame le long trajet vers le nord. Il appelle Jennifer vers 10h45 du matin, disant qu'il va faire une pause pour manger et se reposer. Et puis, plus rien, notre géant se volatilise. 3 jours plus tard, la Nissan du disparu est retrouvée abandonnée sur le parking d'un parc régional le long de la Cache Creek. La batterie du véhicule est à plat, il n'y a plus d'essence, et la police trouve à l'intérieur le portefeuille et les cartes de crédit de Rico, mais aussi des bouteilles d'alcool vides. Plusieurs conducteurs rapportent avoir vu un homme géant marchant le long de la route 16, l'air complètement hagard. Un autre témoin dit l'avoir vu assis sur une glissière de sécurité, la tête entre les mains, tandis qu'un autre l'a vu marcher avec un sac à dos. Ce sac à dos est retrouvé plus tard en bord de route. À l'intérieur, son téléphone contient des photos de la crique et des vidéos joyeuses prises juste avant sa disparition, confirmant que Rico était vivant et seul dans sa voiture le 10 octobre. Pour le détective Dean Nyland, c'est évident, la thèse criminelle est écartée. Il pense que Rico, accablé par ses problèmes personnels, s'est arrêté pour se reposer dans cet endroit isolé qui lui semblait être un refuge. L'idée de fuir ces vieux démons l'aurait alors poussé à s'enfoncer dans le paysage, laissant derrière lui son téléphone pour ne pas être localisé. La police suppose qu'après avoir erré dans la région, Rico serait revenu à sa voiture et, face à l'absence de cette dernière qui a été remorquée par les autorités, il aurait marché jusqu'à une route principale pour faire de l'autostop, une hypothèse appuyée par plusieurs témoignages oculaires. Seulement voilà, les pistes s'arrêtent là et plusieurs questions demeurent sans réponse. Que s'est-il passé entre le 10 octobre, date de la disparition de Rico, et le 18 octobre, date de sa dernière signalisation connue?
Est-ce que notre basketteur a choisi de se retirer dans la nature, son jugement étant altéré par l'alcool? Et si Rico a fait de l'autostop après la saisie de son véhicule, où est-il allé? A-t-il été victime d'un crime opportuniste ou a-t-il choisi de refaire sa vie ailleurs, loin de sa famille et de sa petite amie? Avouez que c'est très étrange et que le passé trouble de l'homme pourrait bien être la clé du mystère. Si vous demandez à un Sud-Coréen quelle affaire l'a le plus marqué, il vous répondra sans hésiter, les Frog Boys. En effet, c'est une tragédie nationale qui a tenu la Corée du Sud en haleine pendant plus de 10 ans. Pour comprendre ce drame, il faut remonter au 26 mars 1991 dans la ville de Daegu. Ce jour-là est un jour spécial car il célèbre les premières élections locales depuis la fin de la dictature militaire. Jo Eun, Kim Jong-sik, Kim Yong-gyu, Park Chan-in et Woo Chol-won, je m'excuse pour la prononciation des aventuriers, sont 5 garçons de 9 à 13 ans qui partagent une passion commune, la chasse aux œufs de salamandre. Le printemps vient de pointer le bout de son nez, alors ils préparent une petite escapade sur le mont Warryong, une petite colline boisée, juste à côté de leur quartier. Pour les parents, les voir sortir par un jour férié était la promesse d'un répit bien mérité, un répit qui, malheureusement, allait devenir éternel. Car, en effet, le soleil se couche et les garçons ne rentrent pas à la maison. L'inquiétude monte rapidement et ce qui commence comme une simple recherche de voisinage se transforme en l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire sud-coréenne. L'affaire des Frog Boys devient rapidement une affaire d'État, 300 000 policiers et militaires sont dépêchés à travers le pays et les recherches sont diffusées en direct à la télévision. Le mont Warryong, pourtant si proche, est fouillé plus de 500 fois, mais c'est le vide absolu. Du moins, jusqu'au 26 octobre 2002. 2 hommes cherchant des glands sur le mont Warryong retrouvent les squelettes des 5 garçons, et c'est là que le mystère s'épaissit. Les restes sont découverts dans une zone qui, selon les rapports officiels, avait déjà été minutieusement fouillée. Dans un premier temps, la police conclut à une simple mort par hypothermie, mais les familles refusent cette explication et exigent une enquête médico-légale approfondie. Et c'est là que les autopsies révèlent une vérité troublante. 3 des crânes portent des traces de traumatisme contondants. De plus, des douilles et d'autres objets métalliques sont retrouvés près des corps et les vêtements de l'un des enfants sont retrouvés noués. Vous l'aurez donc compris, les Frog Boys ont été victimes d'un prédateur sadique et cruel qui connaissait parfaitement la colline et aurait attiré les garçons pour des motifs inconnus. Mais voilà, contrairement au meurtre de Hwasong que nous avons analysé dans l'iceberg des méchants de cinéma, les négligences initiales et la dégradation des preuves enterrent définitivement l'affaire. Et à ce jour, le meurtrier des 5 petits garçons n'a toujours pas été identifié par la police. Si vous pensiez que l'affaire de la petite Maddie McCann était le seul grand mystère de disparition d'enfants du XXIe siècle, eh bien, détrompez-vous. Car en Australie, le nom de William Tyrrell hante la conscience collective depuis plus de 10 ans. Nous sommes le 12 septembre 2014 dans la petite ville rurale de Kendall. William, un petit garçon de 3 ans, joue dans le jardin de sa grand-mère. Il porte un déguisement de Spider-Man, son préféré, et s'amuse à rugir comme un tigre en courant autour de la maison. Sa mère est à l'intérieur, préparant le thé, tout en gardant une oreille attentive. À 10h30, elle l'entend jouer, mais 5 minutes plus tard, le silence tombe. La police est immédiatement alertée et lance ce qui deviendra l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire australienne. Des centaines de volontaires peignent la forêt dense qui borde la maison, mais on ne trouve rien, ni William, ni le moindre indice. Pendant des années, l'affaire a été traitée comme un enlèvement par un inconnu. La Strike Force Rosanne, unité de police spécialisée dans les homicides, a traqué un réseau de criminels locaux, suspecté un réparateur de machines à laver qui devait passer dans le quartier, et a même fouillé des dalles de béton coulées récemment. Mais tout ceci n'a jamais rien donné, et l'affaire a pris une tournure sombre et complexe, révélant des secrets de famille. Le public a appris bien plus tard que William est en famille d'accueil, un fait caché par la loi australienne pour protéger la vie privée des enfants placés. Cela a ouvert la porte à des théories déchirantes. Les parents biologiques l'ont-ils enlevé pour le récupérer ? Mais la police a vite écarté cette piste. Récemment, l'enquête a fait un virage à 180 degrés. Les autorités se concentrent à nouveau sur la mère adoptive et suspectent un accident domestique dissimulé, comme une chute mortelle depuis le balcon par exemple. Mais malgré l'acharnement des enquêteurs et les millions de dollars australiens dépensés, le corps de l'enfant reste introuvable et aucune charge n'a été retenue contre les parents adoptifs. Remontons le temps jusqu'en 1948, dans une ville qui porte encore les cicatrices d'un traumatisme récent. Nous sommes à Texarkana, dans le Texas, une ville tristement célèbre pour les meurtres non résolus du Phantom Killer qui a inspiré le film The Town, That Dreaded Sundown. La région pensait alors fini avec la terreur, mais la disparition de Virginia Carpenter allait prouver le contraire. Virginia est une jeune femme de 21 ans qui s'apprête à commencer un nouveau chapitre de sa vie.
Le 1er juin 1948, elle monte dans un train à Texarkana pour rejoindre le Texas State College for Women à Denton, où elle doit s'inscrire pour les cours d'été. En chemin, elle fait la connaissance d'une autre future étudiante. Arrivée à Denton après 6 heures de voyage, les deux femmes prennent un taxi conduit par un certain Jack Zachary, un homme que Virginia connaît vaguement. Ce qui suit est flou. Selon ses propres dires, Zachary dépose l'autre étudiante en premier, puis conduit Virginia à son dortoir vers 21h30. C'est là que la scène devient étrange. Une décapotable de couleur claire est garée devant l'entrée, avec 2 jeunes hommes. Virginia s'approche d'eux, les salue par surprise, et dit à Zachary de laisser ses bagages sur le trottoir, car les garçons s'en occuperont. C'est la dernière fois que quelqu'un voit Jimmy Carpenter en vie. 3 jours s'écoulent avant que la mère de Virginia, en contactant l'université, découvre que sa fille ne s'est jamais inscrite, ni présentée à son dortoir. L'affaire semble piétiner, mais 10 ans plus tard, l'enquête est relancée quand l'épouse de Zachary avoue avoir menti sur la vie de son mari. Bien qu'il ait toujours nié être impliqué dans la disparition de Virginia et qu'il soit mort en 1984, Zachary reste à ce jour le suspect numéro 1 de l'affaire. Même si la piste Zachary est séduisante, il y a un détail qui fait basculer notre affaire dans l'horreur. Virginia connaissait 3 des victimes du Phantom Killer. Est-ce qu'elle en savait trop et aurait été victime à son tour du tueur masqué? Ou bien peut-être que ce n'est qu'une coïncidence troublante et que les jeunes hommes dans la décapotable sont les véritables responsables. 80 ans plus tard, le mystère de la disparition de Virginia Carpenter reste entier. L'affaire Patricia Meehan est l'une de celles qui vous donne la chair de poule parce qu'elle commence par un comportement totalement inexplicable. C'est l'histoire d'une femme qui marche littéralement loin de sa vie pour s'enfoncer dans les ténèbres. Nous sommes le 20 avril 1989. Vers 20h15, sur une autoroute isolée du Montana, un véhicule roulant à vive allure du mauvais côté de la route force Peggy Buller à faire une embardée. Dans sa course folle, le véhicule percute de plein fouet la voiture qui suivait, conduite par Carol Heitz. Carol, heureusement indemne, sort de l'épave et voit une femme blonde émerger de l'autre voiture. Mais au lieu de s'enquérir de l'état de l'autre conductrice, Patricia marche droit vers elle, la fixe intensément, comme si elle regardait à travers elle. Peggy Buller, qui est restée sur le bord de la route, observe la suite avec attention. Patricia escalade une clôture et s'arrête, se tenant debout comme un simple spectateur de la scène. Puis, sans crier gare, elle s'éloigne à pied dans la nuit, disparaissant dans la vaste et désolée campagne du Montana. Lorsque la police arrive sur les lieux, l'identité de Patricia est rapidement établie, grâce à la plaque d'immatriculation de sa voiture. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à un cas exceptionnel. La résidence de Patricia se trouve à plus de 600 km du lieu de l'accident, et ni sa famille, ni la police ne peuvent expliquer pourquoi elle se trouvait dans ce coin isolé. Ouais, c'est très bizarre les aventuriers, et ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent une piste de traces de chaussures de tennis, mais ces traces s'arrêtent net dans le terrain. C'est là que l'affaire devient fascinante et frustrante. Au cours des années suivantes, plus de 5000 signalements de femmes ressemblant à Patricia sont enregistrés, qui auraient été vues dans un restaurant du Minnesota ou encore dans les truck stops du Dakota du Sud. Certains signalements sont même confirmés par la police, alimentant l'idée qu'elle est encore en vie, mais en fuite. En fait, l'accident semble avoir déclenché quelque chose en Patricia. Il est possible qu'elle soit toujours en vie, quelque part, peut-être amnésique et incapable de se souvenir de son passé. Ou alors, peut-être qu'elle a succombé aux éléments ou été victime d'un crime opportuniste. Allez savoir, tout est possible dans cette affaire. Place désormais à une histoire mystérieuse qui ne relève peut-être pas du crime, mais de la tragédie de l'esprit humain. C'est l'histoire d'Anna Hu, une jeune enseignante brillante qui a la terrible malédiction de s'oublier elle-même. Notre affaire commence en 2008 à New York. Anna a 23 ans et est professeure d'espagnol dans une académie de Harlem. Quelques jours avant la rentrée scolaire, Anna quitte son appartement pour aller courir, mais elle ne revient pas. La police, craignant le pire, lance un avis de recherche et des témoignages étranges affluent. La jeune femme est filmée dans un Apple Store de Manhattan. Un client la reconnaît grâce aux infos télévisées et lui demande si elle est la personne portée disparue, mais Anna le repousse poliment et s'en va. 20 jours après avoir quitté son appartement, le mystère atteint son paroxysme. Anna est retrouvée flottant dans l'eau par un batelier près de la Statue de la Liberté. Et, fort heureusement, la jeune femme ne souffre que de déshydratation et de coups de soleil sévères, mais son esprit est ailleurs. Anna n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé, affirmant plus tard qu'elle avait l'impression de n'être partie que 10 minutes. Le diagnostic médical tombe comme un couperet. Anna souffre de fugue dissociative, un trouble mental extrêmement rare. C'est un état où l'individu subit une perte d'identité soudaine et involontaire, et bien que ce trouble soit généralement lié à un traumatisme psychologique grave, rien dans le passé d'Anna ne semble justifier une telle rupture. Malheureusement, le cycle infernal se répète.
En 2012, alors qu'elle vit dans le Maryland, Anna disparaît à nouveau juste avant la rentrée. Elle est retrouvée 2 jours plus tard dans un ruisseau, sans aucun souvenir de son errance. Ok, je sais ce que vous dites les aventuriers. On peut disparaître une fois mais pas 2. On peut disparaître 2 fois, ça peut arriver, mais pas 3 fois. Mais en êtes-vous bien sûr? Ouais, vous l'avez deviné, Anna disparaît une nouvelle fois le 14 septembre 2017. Mais cette fois-ci, le dénouement est plus tragique. Anna vit son rêve et enseigne à l'école Montessori de Saint Thomas dans les îles Vierges américaines. À ce moment de notre histoire, l'île vient d'être dévastée par l'ouragan Irma et une autre tempête se profile. Alors que tout le monde évacue, Anna refuse de partir et, peu de temps après, elle disparaît une 3e fois. On retrouve sa voiture à Sapphire Beach avec son téléphone et son sac à main à l'intérieur, tandis que ses vêtements et ses chaussures sont soigneusement disposés au bord de l'eau. Sauf que, cette fois-ci, Anna ne sera pas retrouvée. À partir de là, 2 scénarios se distinguent. Certains pensent que la jeune femme a été une victime collatérale de la tempête, d'autres pensent qu'elle aurait pu survivre en mer et monter à bord d'un navire d'aide humanitaire. C'est vraiment difficile à dire. Vous en pensez quoi les aventuriers? Après notre escapade dans les Caraïbes, intéressons-nous désormais à la disparition de Britney Spears. Alors, je le précise tout de suite, je ne vais pas parler de la célèbre pop star des années 2000, mais d'une affaire de disparition d'enfants aux États-Unis qui glace littéralement le sang. C'était un jour ordinaire de la fin de l'été, c'était l'époque des chrysanthèmes et des cartables neufs. Nous sommes le 16 septembre 1997 dans la petite communauté de Sturgis, dans le Michigan. Au Village Manor Apartments, la vie de Britney Spears semble simple en surface. C'est une fillette timide de 6 ans, réservée mais aimante, qui adore l'art et les feuilles de chêne qu'elle ramène de l'école primaire. Elle vit avec sa mère Tina, l'oncle de son père, et ses demi-frères et sœurs. Mais pour quiconque regarde de plus près, la situation est loin d'être idyllique, car les rumeurs de négligence et d'abus entourent le foyer. C'est dans ce contexte trouble que Britney va s'évaporer. Vers 20h30, la fillette joue seule sur son vélo près de l'appartement. Puis 5 minutes plus tard, un voisin la croise assise sur un banc de parc, discutant avec un homme à l'intérieur d'une voiture de taille moyenne, décrite comme rouge, ou peut-être marron. C'est la dernière fois que quelqu'un verra Britney Spears en vie. Lorsque sa mère rentre à 21h05, elle envoie son demi-frère la chercher, mais il revient les mains vides. À 22h30, une grande battue est organisée, mais la nuit est noire et Sturgis est entouré de champs et de voies ferrées. Les pistes s'arrêtent abruptement au parking d'un dépanneur souvent fréquenté par les camionneurs, et pour les enquêteurs, le diagnostic est sans appel. Britney n'a pas fugué, elle a été enlevée. Très vite, un portrait robot de l'homme vu avec Britney est diffusé. Il est décrit comme un homme de la petite trentaine, aux cheveux courts et foncés, portant une moustache au volant d'une Renault. Simultanément, le foyer des Spears est exposé au grand jour et les rumeurs de négligence font place à des faits accablants. L'oncle avait été arrêté juste avant la disparition pour violence conjugale et, peu après, les services sociaux retirent le frère et la sœur de Britney en raison d'abus. Et, comme si ça ne suffisait pas, le passé ajoute une couche d'horreur. La fillette avait été déjà victime d'agression en 1995 par le père d'un de ses demi-frères. En 2015, l'attention se porte sur Daniel Furlong, un homme condamné pour le meurtre d'une fillette de 11 ans et qui ressemble étrangement au portrait robot de l'homme à la voiture. Mais bien qu'il soit resté évasif et peu coopératif, les enquêteurs le considèrent toujours comme une personne d'intérêt, sans pouvoir le désigner formellement comme le ravisseur de Britney. Ok, je suis certain que vous connaissez tous l'histoire d'Elisa Lam, une étudiante canadienne dont la mort mystérieuse à l'hôtel Cecil de Los Angeles a déchaîné les passions. En revanche, vous ignorez certainement tout de son équivalent taïwanais. Le 20 janvier 2008, Liu Hui-jun a une dispute avec son mari. Folle de rage, elle prend son scooter et sa petite fille de 4 ans, puis arrive dans le Wanlin Finance Building, un grand immeuble de bureaux dans le comté de Changhua. Elle n'a aucune raison d'être là, et elle ne connaît personne dans cet immeuble. La suite de l'histoire, on la connaît grâce aux caméras de surveillance. On voit Liu et sa fille entrer dans l'ascenseur à 10h37 du matin. Liu appuie sur le bouton du 11e étage, et pendant la montée, son comportement devient étrange. Elle enlève sa veste rouge et ses chaussures, puis en fait de même avec sa fille. Quand les portes s'ouvrent au 11e étage, elles sortent toutes les deux, en chaussettes, laissant leurs vêtements derrière elles. Les portes de l'ascenseur se referment, et c'est tout. Plus personne ne les a jamais revues. Évidemment, la police a fouillé l'immeuble de fond en comble. Ils ont vérifié le toit, les cages d'escalier, les réservoirs d'eau, et même les conduits d'aération. Plus étrange encore, le bâtiment a d'autres sorties, mais elles sont toutes couvertes par des caméras, et aucune ne les montre en train de sortir du bâtiment. Le mystère qui entoure la disparition de Liu Hui-jun et de sa fille alimente les spéculations les plus folles. Certains experts en psychologie criminelle pensent que Liu avait arrangé un rendez-vous secret avec un amant dans l'immeuble.
D'autres théories, plus sombres, évoquent un jeu qui aurait mal tourné, ou même la complicité de membres de la famille, une hypothèse souvent présente dans les disparitions de femmes à Taïwan. Les autorités n'écartent pas non plus la piste de l'enlèvement et du trafic d'organes, en l'absence de corps ou de demande de rançon après tant d'années. Enfin, je dois aborder une théorie plus originale. Dans le folklore taïwanais, enlever ses chaussures et ses vêtements rouges est un prélude à un acte fatal pour devenir un fantôme vengeur. Oui mais voilà, aucun corps n'a jamais été retrouvé dans la tour. Malgré toutes ces pistes et ces théories, le contraste avec l'affaire Elisa Lam reste frappant. Si le corps de l'étudiante canadienne a finalement été retrouvé dans la citerne du Cecil Hotel, Liu Yijun et sa fille, quant à elles, se sont littéralement volatilisés. Changeons radicalement d'ambiance pour plonger dans l'Amérique contestataire des années 70 avec une affaire qui mélange idéalisme, crime et une disparition digne d'un fantôme. Nous sommes à Madison à la fin des années 60, une période électrique où les campus universitaires sont le creuset de la contestation contre la guerre du Vietnam. C'est dans ce contexte que la vie de Leo Burt, un étudiant de 22 ans, bascule définitivement. Profondément horrifié par le massacre de l'université de Kent, Burt abandonne son ancienne vie pour se lier à une petite cellule radicale, le New York Gang, dans le but de détruire un centre de recherche militaire sur le campus de l'université du Wisconsin. Le 24 août 1970, l'idéalisme bascule dans l'horreur. Burt et ses 4 complices garent une fourgonnette volée bourrée d'une tonne de fertilisant au nitrate d'ammonium contre le Sterling Hall. Leur plan est simple et redoutable, ils veulent créer un choc symbolique pour paralyser la recherche militaire. Les malfaiteurs allument la mèche et s'enfuient, et à 3h42 du matin, une explosion d'une violence inouïe retentit sur le campus. Elle déchire la façade du bâtiment, brise des fenêtres à des centaines de mètres et laisse un cratère béant. Le chercheur en physique Robert Fastnacht est tué sur le coup et 4 autres personnes sont gravement blessées. Ce qui ne devait être qu'une action politique sans conséquence est devenu le bombardement domestique le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis à cette date. La réaction est immédiate et les autorités fédérales émettent rapidement des mandats d'arrêt contre les 4 membres du gang. David Fine et les frères Armstrong sont rapidement capturés et envoyés derrière les barreaux pour de longues années. Mais si vous avez bien suivi les aventuriers, Leo Burt manque à l'appel et pourtant, il s'en est fallu de peu. Quelques heures après l'attentat, Burt et Fine sont contrôlés par la police. Lors d'une simple vérification, les agents les laissent partir, car ils n'avaient pas d'indices suffisants pour les inculper. Cette erreur monumentale des forces de l'ordre ouvre une fenêtre minuscule dans laquelle Leo Burt s'engouffre immédiatement pour prendre la fuite vers le Canada. Les fédéraux retrouveront ensuite une fausse pièce d'identité au nom d'Eugene Filston, et puis plus rien. C'est la dernière trace confirmée du criminel. Depuis ce jour, Leo Burt est un fantôme. Son nom figure sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI, sa photo est vieillie par le temps, et les autorités offrent une récompense conséquente pour toute information. Mais les zones d'ombre sont totales, et Leo Burt est introuvable. Est-ce qu'il s'est établi au Canada sous une nouvelle identité, ou est-il simplement décédé, emportant son secret avec lui? Imaginez la fin de l'Ouest sauvage américain, non pas dans le fracas d'un duel solitaire, mais dans l'épuisement d'une fuite sans fin. Au tournant du XXe siècle, un nom résonne avec une légende faite de braquages audacieux et d'une courtoisie presque romantique. Butch Cassidy, de son vrai nom Robert Leroy Parker, était le chef charismatique du Wild Bunch. C'était un planificateur méticuleux et un voleur de haut vol, traqué sans relâche par l'agence Pinkerton. Lassé d'être une cible constante et désireux de se ranger, il prend alors une décision radicale. En 1901, avec son compère Sundance Kid, il quitte les États-Unis pour l'Argentine, cherchant une nouvelle vie, sous les étoiles de l'hémisphère sud. Pourtant, l'appel du gain ou l'habitude est plus fort, et bientôt, des vols de banque se produisent à travers l'Amérique du Sud. Le dernier coup de Cassidy du Kid a lieu le 6 novembre 1908 avec le vol de la paix d'une compagnie minière de San Vicente. Un petit contingent de la cavalerie bolivienne, alerté par la présence des 2 étrangers, encercle une petite maison en pisé où se sont réfugiés. La tension est absolument électrique. Un échange de tirs nourris éclate, blessant mortellement l'un des 2 hommes. Puis, dans le silence étrange de la nuit bolivienne, les soldats entendent 2 coups de feu distincts provenant de l'intérieur. Au petit matin, les corps sont découverts et l'hypothèse officielle est simple. Le survivant a achevé son camarade souffrant avant de retourner l'arme contre lui. Fin de l'histoire? Pas vraiment les aventuriers. Car aux États-Unis, beaucoup refusent de croire que le duo insaisissable ait pu finir dans un échange de tirs anonymes. Le mythe prend racine, d'autant plus que l'agence Pinkerton n'a jamais pu exhiber de preuves concrètes ou d'identification formelle des corps. Mais surtout, la famille de Butch Cassidy s'empare de l'affaire. Sa sœur affirme que Butch était rentré secrètement en 1925 pour une brève visite et qu'il serait resté en contact avec eux, jusqu'à sa mort présumée en 1937.
Ok, c'est très bien, mais comment démêler la légende de la réalité ? Des dizaines de fausses pistes et de témoignages douteux sont venus complexifier l'affaire, rendant presque impossible de séparer la vérité du mythe. Aujourd'hui encore, nous n'avons aucune certitude sur les derniers instants de Butch Cassidy. Il se pourrait bien qu'il ait connu une fin anonyme en Bolivie, mais il se pourrait aussi qu'il ait réussi à s'évaporer, abandonnant définitivement son passé de criminel pour goûter à une vie tranquille. Partons maintenant dans les autres sphères de la finance pour une énigme en chambre close, ou plutôt en avion clos. Alfred Lowenstein est un banquier belge immensément riche, considéré en 1928 comme la troisième fortune mondiale, soit l'équivalent d'un Jeff Bezos ou d'un Elon Musk de son époque. L'histoire aurait dû être celle d'un homme au sommet du monde, mais au lieu de cela, elle est devenue celle d'une chute libre, mystérieuse et brutale, au-dessus de la Manche. Ouais, c'est très étrange, je vous explique. Le soir du 4 juillet 1928, Alfred monte à bord de son avion privé à l'aéroport de Croydon pour un vol de routine vers Bruxelles. Une fois l'avion au vol à environ 1200 mètres d'altitude, il travaille sur des notes avant de se rendre aux toilettes situées à l'arrière. Cette petite pièce est l'élément central de notre histoire. Elle possède une porte extérieure de secours et est extrêmement difficile à ouvrir en vol. Et retenez bien cette information les aventuriers, car c'est le cœur de notre histoire. 10 minutes passent, puis le valet Baxter s'inquiète de l'absence prolongée de son patron. Il frappe à la porte des toilettes, mais il n'y a pas de réponse. Pris de panique, Baxter force la porte et ce qu'il découvre le remplit d'effroi. Alfred Lowenstein n'est plus là, il s'est volatilisé en plein vol au-dessus de la Manche. Mais si la situation est alarmante, la réaction de l'équipage est étrange, pour ne pas dire suspicieuse. Au lieu d'atterrir sur une piste pour alerter les gardes-côtes, le pilote pose l'avion sur une plage déserte de Dunkerque. Et lorsque l'armée arrive enfin, le pilote s'obstine à éluder les questions pendant une demi-heure avant d'admettre la disparition du milliardaire. L'enquête qui s'ensuit est un véritable gâchis, et le corps de Lowenstein n'est repêché que 15 jours plus tard. L'autopsie révèle des os brisés et une fracture partielle du crâne, confirmant qu'il était vivant lorsqu'il a percuté l'eau. Tout indique un banal accident, mais des détails clochent. La porte de secours des toilettes est pratiquement impossible à ouvrir en vol, et puis pourquoi l'avion a-t-il atterri si étrangement ? Le temps passe, et la piste la plus sinistre et la plus plausible pointe vers le meurtre. Alfred est en mauvais terme avec sa femme, qui, désireuse d'hériter de sa fortune, aurait comploté avec l'équipage pour le faire disparaître. Certains pensent que l'atterrissage sur la plage dunkerquoise vise à remplacer la porte de secours afin de maquiller la scène de crime. Cette théorie controversée s'appuie sur le témoignage d'un pêcheur qui affirme avoir vu quelque chose comme un parachute tomber du ciel au moment de la disparition d'Alfred. Au final, personne n'a jamais été formellement accusé et Lowenstein a été enterré dans une tombe anonyme. Et un siècle plus tard, le mystère demeure toujours. Est-ce que le milliardaire belge a été victime d'un accident ou d'un complot exécuté avec une précision digne de la haute finance ? Ok, je vous préviens les aventuriers, cette histoire est particulièrement frustrante car elle contient l'un des indices les plus clairs et pourtant les plus inutiles de l'histoire criminelle. Cette étrange histoire que je m'apprête à vous raconter est celle de Jennifer Kess. Nous sommes à Orlando, en janvier 2006. Jennifer Kess est une jeune femme de 24 ans qui travaille comme gestionnaire financière et vient d'acheter son propre appartement en copropriété. Le lundi 23 janvier, Jennifer quitte son travail vers 18h. Elle appelle son père pendant le trajet du retour, puis son petit ami vers 22h pour lui souhaiter bonne nuit. Le lendemain matin, la jeune femme ne répond pas au message et ne se présente pas au travail. L'alerte est donnée et les enquêteurs inspectent l'appartement de Jennifer, tout indique une routine interrompue. Il semble que la jeune femme ait pris sa douche et se soit préparée pour le travail avant de disparaître entre sa porte d'entrée et sa voiture. Un rebondissement inattendu survient 2 jours plus tard, lorsque la voiture de la disparue, une Chevrolet Malibu noire de 2004, est retrouvée abandonnée dans un complexe d'appartements en construction. Les policiers réquisitionnent les caméras de surveillance pour retracer les mouvements de Jennifer, et c'est là que notre affaire devient frustrante. La vidéo qui défile sous vos yeux montre clairement un individu garer la voiture, puis s'éloigner à pied. Ce potentiel suspect marche le long d'une haute clôture de protection, et sur les 3 clichés capturés par la caméra, la tête et le visage de l'individu sont entièrement masqués par les barreaux du grillage. Face à ce casse-tête insoluble, la NASA et le FBI sont appelés en renfort pour tenter d'améliorer la qualité de la vidéo, mais sans grand succès. En parallèle, une autre piste majeure s'intéresse aux ouvriers de construction du complexe de Jennifer qui s'étaient plaints auprès de sa famille de leur harcèlement constant. Mais le manque de preuves directes et la barrière de la langue ont empêché les enquêteurs d'explorer cette hypothèse en profondeur. Bref, l'affaire reste dans le flou pendant des années, jusqu'à très récemment. Le père de Jennifer annonce que de nouvelles preuves ADN ont été trouvées et que la liste des suspects a été considérablement réduite. L'affaire est relancée, mais plusieurs questions demeurent. Qui était cette ombre furtive, masquée par le grillage ?
Est-ce que Jennifer a été victime d'un prédateur opportuniste ou la cible de quelque chose de plus sombre encore? En tout cas, je reste à l'affût et je vous tiendrai informé des avancées de l'enquête. L'histoire de Brianna Maitland que je m'apprête à vous raconter est souvent comparée à celle de Maura Murray que nous aborderons dans les eaux profondes de l'iceberg. En effet, les deux jeunes femmes ont disparu à la même époque et dans la même région géographique et dans des circonstances relativement similaires. Au moment des faits, Brianna a 17 ans et cherche son indépendance. Elle vient de quitter le foyer familial pour s'installer chez une amie, tente de décrocher son diplôme d'études secondaires et travaille dans une auberge du Vermont. Mais les apparences sont parfois trompeuses et une ombre plane sur sa vie. Car 3 semaines plus tôt, elle avait été violemment agressée par une amie lors d'une fête, un incident qui lui a valu une commotion et un nez cassé. Pourtant, le vendredi 19 mars 2004, tout semble aller pour le mieux. Brianna déjeune avec sa mère et parle avec enthousiasme de ses projets d'université. Mais dans l'après-midi, alors qu'elles font des courses ensemble, quelque chose l'interpelle à l'extérieur du magasin. Sa mère n'insiste pas plus que cela, pensant que sa fille doit juste se concentrer avant de prendre son poste. Ce banal grain de sable en apparence va déclencher une suite d'événements tout aussi bizarres qu'incohérents. À 23h20, Brianna quitte son travail au Black Lantern Inn, disant à ses collègues qu'elle doit rentrer se reposer. Plus tard dans la nuit, un agent de la police de l'État du Vermont est dépêché sur la route 118, à seulement 1,5 km de l'auberge. Arrivé sur les lieux, l'agent découvre le véhicule de Brianna encastré en marche arrière dans le mur d'une vieille maison abandonnée. À l'extérieur de la voiture, il découvre également des dollars, une bouteille d'eau et une cigarette non fumée. Il suppose alors que l'auteur est un conducteur ivre qui a abandonné sa voiture et l'a fait immédiatement remorquer. Il faudra attendre 5 journées interminables pour faire le lien et déclarer la disparition de Brianna. Malheureusement, cette perte de temps initiale s'avérera fatale pour l'enquête, même si un témoignage troublant émerge. Un couple affirme avoir vu un homme gros et costaud debout devant les phares de la voiture, puis une Honda Civic de couleur argent accélérée et freinée brusquement. Avouez que c'est étrange. S'agit-il d'une mise en scène pour masquer un possible enlèvement? Une autre piste troublante mène la police à la maison de Ramon Ryans et Nathaniel Jackson, deux trafiquants locaux que Brianna connaissait. Si le raid n'a rien donné, un affidavit anonyme affirme que la jeune femme a été assassinée et démembrée suite à une dispute. Bon, l'enquête s'attardera ensuite sur un prétendu signalement dans un casino d'Atlantic City, mais aussi sur Israel Keys, un tueur en série notoire qui sévissait dans la région au moment des faits. Mais comme vous en doutez, toutes ces pistes n'ont jamais rien donné. En fin de compte, la vérité sur cette nuit de mars 2004 reste masquée. Qu'est-ce qui a tant perturbé Brianna l'après-midi même? Qui a vraiment garé cette voiture à l'arrière de cette vieille maison? Et surtout, où se trouve la jeune femme? Je vous laisse mener l'enquête, les aventuriers. Bien, mettons désormais le cap sur un petit hôpital du Minnesota pour une histoire bien plus sordide qu'il n'y paraît. Le 12 juin 1962 est un jour spécial pour Marlys Thomas. La jeune femme de 20 ans est enceinte de plusieurs mois et s'apprête à mettre au monde son enfant. Elle est donc prise en charge par le personnel soignant du Worthington Regional Hospital, mais l'accouchement se passe mal et Marlys doit être mise sous sédatif. Quelques heures après la naissance, l'équipe médicale lui annonce une nouvelle glaçante. Le bébé est mort. C'est une nouvelle absolument terrible, mais quelque chose trouble Marlys. Elle est certaine d'avoir vu sa fille saine et sauve, bougeant même les jambes. Pourtant, ce qu'elle déclare avoir vu ne colle absolument pas avec la déclaration de décès. Alors, où est la vérité dans tout cela? Notre histoire s'enfonce un peu plus dans l'étrange lorsqu'une amie de Marlys se rend à la morgue pour voir la dépouille. Et pour elle, cela ne fait aucun doute. Le bébé a très peu de cheveux, ils sont de couleur claire et il n'y a aucune trace de forceps. C'est l'exact opposé de la description de la petite Marie-Agnès par sa mère. Mais attendez, ce n'est pas tout. Aux funérailles, la mère de Marlys remarque la présence d'une autre famille qu'elle ne connaît pas. On lui explique qu'un autre enfant, Pamela Ray Dickey, est décédé le même jour à l'hôpital. Et pourtant il n'a qu'une seule tombe fraîche, là il devrait en avoir 2. 3 mois plus tard, la situation devient carrément bizarre. Marlys reçoit par la poste une photo anonyme d'une famille. En regardant attentivement le cliché, elle a l'intime conviction que le bébé ressemble terriblement au père de Marie-Agnès. Plus on avance dans notre histoire, et plus on s'enfonce dans un terrier de lapin. En 1989, Marlys découvre la pierre tombale de Pamela Dickey, posée sur ce qu'elle croyait être la tombe de sa fille. 7 ans plus tard, Marlys Thomas obtient l'exhumation de la tombe, et c'est le choc. Les tests ADN confirment que les restes ne sont ni ceux de Marie-Agnès, ni ceux de Pamela Dickey, mais ceux d'un 3e enfant. Marlys en arrive à une conclusion glaçante. L'hôpital a donné Marie-Agnès à une autre famille et semble être au cœur d'un trafic de bébés. Ce constat terrible, s'il est vrai, soulève une question dérangeante.
Combien d'autres mères ont été cruellement privées de leur enfant sous le couvert d'un décès inventé? Il y a des mystères maritimes qui refusent de s'échouer sur nos rivages. En 1921, le Daring effectue sa dernière traversée de Rio de Janeiro, mais l'ambiance à bord est délétère. Le capitaine Wormel et son second McClellan sont en conflit ouvert et des rumeurs d'insubordination créent un climat délétère. Le 28 janvier, la goélette S5 est aperçue par le bateau-phare de Cape Lookout. Le gardien du phare note que l'équipage semble s'agiter sur le pont, une zone normalement interdite aux marins. 3 jours plus tard, le navire marchand est retrouvé échoué sur les Diamond Shoals. Lorsque les sauveteurs montent à bord, ils découvrent une scène digne d'un véritable cauchemar. Le navire est totalement désert. De plus, l'équipement de navigation, le journal de bord et 2 canots de sauvetage ont disparu et le gouvernail est endommagé, mais il n'y a aucune trace de lutte. Tout indique que l'équipage a abandonné le navire dans la précipitation. Alors, pour lever le voile sur ce mystère, le gouvernement américain lance une vaste enquête et avance une théorie solide. L'équipage aurait pu se débarrasser des officiers, puis prendre la fuite dans les canaux. Le 11 avril 1921, l'affaire prend une tournure tragique lorsqu'un pêcheur découvre une bouteille à la mer contenant un message terrifiant. Selon la note, l'équipage du Daring aurait été capturé par un bateau à vapeur. L'écriture est rapidement attribuée à l'ingénieur du navire. Il est prouvé que la bouteille a été fabriquée au Brésil, la dernière escale connue du Daring. Intéressant. Mais vous ne trouvez pas que c'est un dénouement un peu trop facile? Car, en effet, les experts prouvent que le message est un faux et a été fabriqué par le pêcheur pour obtenir un emploi dans le phare. C'est un énorme coup dur pour les enquêteurs qui doivent clore l'enquête en 1922. Si la mutinerie est acceptée comme l'explication la plus probable, elle ne répond pas à la question qui brûle les lèvres. Où sont donc passés les marins du Carroll et Daring? Au cœur de l'île de Vancouver, vivait un homme que ses voisins et amis décrivaient comme un véritable génie. Son nom était Granger Taylor et son histoire est l'une des plus étranges, jamais enregistrée au Canada. Nous sommes en novembre 1980, une époque où la culture de la science-fiction et des mythes ovnis imprègne l'imaginaire collectif. Pourtant, la fascination de Granger pour l'espace et ses occupants dépasse la simple passion. Elle est devenue une véritable obsession, forgeant sa réputation d'excentrique brillant. Mais ce que vous ignorez, à moins d'avoir vu l'iceberg des disparus de la nature, c'est que Granger est un véritable prodige de la mécanique. Il est capable de redonner vie à n'importe quelle machine, des moteurs d'avion aux locomotives à vapeur. Et pour assouvir sa passion des ovnis, il entreprend un projet pour le moins ambitieux. La construction d'une réplique grandeur nature d'un vaisseau spatial à partir de machines et de ferraille. C'est au milieu de ce décor de science-fiction que les événements basculent lors d'une nuit orageuse. Granger se volatilise, n'emportant que l'essentiel et laissant une note d'adieu. Chère maman, cher papa, je suis parti à la rencontre d'un vaisseau spatial extraterrestre. Des rêves m'ont convaincu que je devais entreprendre un voyage de 42 mois pour explorer l'univers. Je vous laisse tous mes biens, car je n'en aurai plus besoin. Veuillez suivre les instructions de mon testament comme guide. Avec tout mon amour, Granger. Et bien évidemment, l'annonce de son départ interstellaire a immédiatement divisé la communauté et les enquêteurs. A-t-il réellement été enlevé par des entités venues d'ailleurs, comme il le prétendait? Ou bien, sous l'emprise d'un trouble mental ou de substances illicites, a-t-il mis en scène une fugue grandiloquente? Il faudra attendre 6 années, 6 longues années, pour que notre affaire connaisse un rebondissement brutal. À quelques kilomètres seulement de la ferme familiale, des bûcherons découvrent en pleine forêt les restes d'une explosion violente et circonscrite. Les enquêteurs se rendent sur place et découvrent les fragments réduits en miettes d'un véhicule qui est rapidement identifié comme le pick-up de Granger Taylor. Parmi les débris calcinés et l'atoll déchiqueté, les experts légistes retrouvent des restes d'ossements humains et un morceau de tissu correspondant à sa chemise. Le verdict est sans appel, notre génie de la mécanique n'a pas été enlevé par des extraterrestres, il a été victime d'une explosion fatale. En fait, Granger utilisait parfois de la dynamite pour déraciner des souches, ce qui rend l'hypothèse d'un accident tout à fait plausible. Mais alors, pourquoi écrire une note annonçant un voyage de 42 mois dans l'espace? Était-ce une lettre d'adieu masquant un mal plus profond? D'autres vont encore plus loin et suggèrent que les ossements ne sont qu'une diversion, permettant à Granger de disparaître pour vivre une nouvelle vie. Mais bon, l'hypothèse est peu crédible. Pour les amateurs de football dont je fais partie, le simple nom de Naïsna évoque l'une des pages les plus sombres de l'histoire du foot français. Mais pour les Sud-Africains, cette ville côtière est le théâtre d'une des disparitions les plus énigmatiques de l'histoire du pays. L'histoire se déroule à l'orée de la sombre et envoûtante forêt de Naïsna, un lieu qui abrite d'épaisses légendes. C'est dans ce décor à la beauté inquiétante que disparaît, le 12 août 1969, une jeune femme qui n'aurait jamais dû s'y aventurer seule.
Grande, rousse et les yeux bleus, Rosalind Ballingall n'est pas une étudiante ordinaire. Nous sommes alors en plein mouvement hippie, et les études n'intéressent guère la jeune femme de 20 ans, qui préfère s'impliquer dans un groupuscule étrange et sulfureux, baptisé le Cosmic Butterfly. Les semaines précédant sa disparition, le comportement de Rosalind se dégrade. Elle tombe dans une profonde dépression et devient encore plus réservée et insécure qu'à l'accoutumée. Alors, pour tenter de l'aider, deux de ses connaissances l'invitent à les rejoindre dans un cottage isolé à l'orée de la forêt de Naïsna. Le lendemain matin, Rosalind se réveille, enfile des vêtements, prend sa Bible et dit qu'elle part faire une promenade. Et puis, plus rien, Rosalind disparaît dans les méandres du temps. Malgré des recherches intensives dans la forêt de Naïsna, la battue est interrompue le 26 août 1969, sans le moindre indice. La médiatisation de l'affaire braque les projecteurs sur le Cosmic Butterfly. On parle d'un sacrifice rituel raté, d'une overdose mortelle dissimulée par ses amis, ou d'une disparition volontaire en pleine nature. Les autorités, elles, privilégient toujours l'hypothèse d'une crise psychotique ou d'une panique aiguë provoquée par la combinaison de la dépression, des substances et des discussions apocalyptiques. Ok, c'est intéressant tout cela, mais comment expliquer qu'une zone fouillée avec acharnement ne peut livrer aucun vêtement, aucun reste, pas même un fragment de la Bible de Rosalind? En réalité, notre mystère se résume à une question simple. Est-ce que la jeune femme a achevé son voyage mystique dans les profondeurs de Naïsna sans laisser le moindre indice, ou a-t-elle été victime de quelque chose de plus sombre? Très bien les aventuriers, préparez-vous mentalement, car nous allons découvrir une sombre affaire qui se déroule au cœur même de la sécurité supposée d'un foyer. Nous sommes le 6 avril 1986. Antoinette Caedito est une fillette de 9 ans, vive et intelligente, d'origine navarro et italienne. Surnommée écureuil par ses proches, elle est décrite comme une enfant d'une maturité déconcertante pour son âge, s'occupant déjà de ses petites sœurs comme une seconde mère. Ce soir-là, tout semble normal au 204 Arnold Circle, et pourtant, au milieu de la nuit, le cauchemar frappe littéralement à la porte. Imaginez un instant la scène. Il est environ 3 heures du matin, Antoinette et ses sœurs dorment, tandis que leur mère, Penny, est rentrée tard d'une soirée au bar. Une voix masculine résonne à travers la porte d'entrée, se présentant comme l'oncle Joe. Antoinette se lève pour ouvrir, et tout bascule. Selon le témoignage glaçant de sa petite sœur Wendy, 2 hommes surgissent alors et traînent de force Antoinette vers une camionnette de couleur marron. Puis le véhicule disparaît dans l'obscurité du désert, laissant derrière lui un silence de mort et une famille brisée pour toujours. L'enquête pétille immédiatement, obscurcie par les incohérences de Penny. La mère affirme d'abord s'être réveillée à 7 heures du matin pour trouver le lit vide, avant de changer de version des années plus tard, admettant avoir entendu frapper à la porte. 1 an après l'enlèvement, le centre d'appel de la police de Gallup reçoit un coup de fil perturbant. Mais le mieux c'est que je vous laisse écouter. I'm Antoinette Caedito. Okay, whereabouts in Albuquerque? Who said he could use a phone? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Hello? Penny confirmera qu'il s'agissait bien de la voix de sa fille, mais l'appel ne pourra jamais être tracé. Bref, le mystère s'épaissit encore 4 ans plus tard, dans un restaurant du Nevada. Une serveuse affirme avoir servi une adolescente ressemblant très pour trait à Antoinette, accompagnée d'un couple à l'apparence négligée. La jeune fille semblait terrifiée, elle renversait ses couverts pour attirer l'attention et serrait la main de la serveuse à chaque occasion. Après le départ précipité de cette étrange famille, la serveuse découvrit un appel à l'aide griffonné sur une serviette en papier, cachée sous l'assiette de la jeune fille. Le temps passe et, coup de théâtre, les autorités suspectent Penny d'être impliquée dans la disparition de sa fille. Sur son lit de mort en 1999, Penny a confessé au FBI qu'elle savait qui avait enlevé sa fille, évoquant un certain émo et un arrangement sordide, peut-être lié à des dettes ou à des stupéfiants. Entre l'appel téléphonique désespéré, la note griffonnée dans le Nevada et la confession tardive et ambiguë de sa propre mère, nous nous retrouvons face à un cauchemar dont chaque détail soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. En tout cas, une chose est certaine, la disparition de la petite Antoinette nous rappelle la plus sombre des vérités. Parfois, les monstres ne sont pas des fantômes, mais des gens que l'on connaît et qui frappent à notre porte. Quand on pense à l'Islande, on imagine les glaciers étincelants et des champs de lave balayés par le vent. Pourtant, c'est dans ce cadre époustouflant que s'est déroulé l'un des plus grands cauchemars judiciaires de l'histoire moderne, l'affaire Guðmundur et Geirfinnur. Tout commence par une nuit glaciale de janvier, lorsque Guðmundur Einarsson, un ouvrier de 18 ans, quitte une salle de danse à Hafnarfjordur. Ivre, il décide de braver une tempête de neige pour rentrer chez lui à pied.
Il est aperçu une dernière fois titubant sur le bord de la route, tentant de faire du stop, avant d'être avalé par le blanc manteau de l'hiver islandais. La police, habituée au drame de la nature, conclut rapidement à une mort par hypothermie. Mais le destin s'acharne et, 10 mois plus tard, c'est au tour de Geirfinnur Einarsson, un père de famille de 32 ans, sans lien avec le premier disparu, de s'évaporer. Le scénario est digne d'un film noir. Un coup de téléphone mystérieux, une phrase énigmatique lancée à sa femme et un départ précipité vers le port de Keflavik. Sa voiture sera retrouvée près d'une cabine téléphonique, mais l'homme a mystérieusement disparu. Face à ces deux fantômes et à une population anxieuse, la police islandaise se retrouve sous une pression politique intenable. Il leur faut des coupables, et vite. Les autorités ciblent une bande de jeunes marginaux menée par Savar Siselski et sa petite amie Erla Bolladottir. Ce qui suit est une descente aux enfers, on parle d'isolement prolongé, de privation de sommeil et de manipulation mentale. On pourrait se croire dans une affaire obscure de la CIA, et pourtant, on est en plein cœur de l'Islande. L'objectif des enquêteurs, aidés par un super flic venu d'Allemagne, n'est pas de trouver la vérité, mais de fabriquer des souvenirs. À force de suggestions et de menaces, les 6 jeunes gens finissent par avouer des meurtres qu'ils n'ont jamais commis. Ils racontent des scénarios contradictoires, décrivent des corps transportés dans des draps et brûlés dans les champs de lave, changeant les détails au gré des désirs des policiers. En 1977, ils sont lourdement condamnés sur la seule base de ces aveux délirants, sans cadavre, sans témoins et sans preuves matérielles. Il faudra attendre plus de 40 ans pour que ce château de cartes s'effondre. En 2018, la Cour suprême islandaise acquitte finalement les accusés, reconnaissant l'incompétence et la brutalité de l'enquête initiale. Mais alors, qu'est-il vraiment arrivé aux 2 hommes ? Des langues se sont déliées récemment, offrant des pistes bien plus tangibles que les délires forcés des années 70. Pour Guðmundur, le jeune homme qui rentrait d'une soirée dansante, une femme avouait avoir été dans une voiture qui l'aurait accidentellement percuté cette nuit-là avant que les occupants ne paniquent et se débarrassent du corps. Pour Geirfinnur, disparu dans le port de Keflavik, un témoin a déclaré avoir vu des hommes débarquer un corps semi-inconscient d'un bateau le lendemain de la disparition, une piste peut être liée à la contrebande d'alcool qui aurait mal tourné. Malgré l'acquittement tardif et les nouvelles pistes soulevées, les corps des 2 hommes n'ont jamais été retrouvés. Le froid islandais n'a jamais rien livré et l'affaire Guðmundur et Geirfinnur restera jamais comme le symbole d'une justice qui a perdu son chemin dans la tourmente. Il y a des lieux qui semblent figés hors du temps, où les secrets s'épaississent avec le vent marin. Belle-Île-en-Mer, au large des côtes bretonnes, est l'un de ces endroits. Nous sommes le 31 décembre 1978. Danielle Judic, une pharmacienne de 25 ans, bien établie au palais, participe à une soirée du Nouvel An, chez un médecin de l'hôpital local. Cette nuit-là, la fête bat son plein, mais l'atmosphère bascule pour la jeune femme. Selon un témoignage tardif, elle aurait une altercation vive avec l'un de ses amants présents, une dispute qui serait allée jusqu'à des menaces. Aux alentours de 22h30, Danielle quitte la fête abruptement, visiblement en colère. La suite des événements, reconstituée péniblement par l'enquête, devient une suite d'apparitions fantomatiques. Danielle est aperçue au volant de sa Renault R5 vers 23h40, roulant près de la pharmacie. Un autre témoin affirme avoir vu le véhicule devant l'officine plus tard dans la nuit, avant qu'il ne disparaisse définitivement vers 2h du matin. La robe de soirée de Danielle sera retrouvée plus tard dans son appartement, laissant penser qu'elle a bien fait un passage éclair à son domicile, avant de repartir dans l'obscurité. Les 3 jours suivants, une violente tempête s'abat sur Belle-Île, recouvrant toute trace possible. Puis, le 2 juillet, la disparition de Danielle Judic est signalée. Les gendarmes découvrent rapidement son appartement vide et, plus troublant encore, son sac à main, ses papiers d'identité, les documents de sa voiture et une somme d'argent importante sont retrouvés dans un placard. On ne fut pas sans emporter son passeport et ses économies, alors où est-elle passée ? L'enquête, reprise par la police judiciaire de Rennes, avance l'hypothèse d'un accident de voiture. Les routes de Belle-Île-en-Mer sont sinueuses et longent des falaises escarpées. Est-ce que Danielle se serait jeté dans l'océan après une sortie de route ? Malgré d'intenses recherches et l'inspection minutieuse des falaises, aucun débris de la voiture, ni trace de dérapage, n'est jamais retrouvé. Une autre piste, bien plus sombre, mène à ses activités professionnelles. La brigade des stupéfiants est saisie du dossier car il se murmure que la pharmacienne aurait pu être impliquée dans un trafic. Enfin, l'amant à l'origine de la dispute sera un temps soupçonné de l'avoir assassinée, mais cette piste ne donnera jamais rien. Selon vous les aventuriers, Danielle Judic est-elle morte déçue d'une altercation violente ou a-t-elle été victime de la nature, son véhicule ayant été emporté sans laisser la moindre trace ? Mettons le cap sur le Japon pour une histoire qui ressemble à une légende urbaine mais qui est terrifiante de vérité. C'est l'affaire dite du SOS du mont Asahi. Tout commence le 24 juillet 1989 dans l'immensité du parc national de Daisetsutsan.
2 hommes de Tokyo sont partis dans l'espoir de relier le mont Kurodake au mont Asaidake, mais pris dans la brume et la confusion, ils se sont égarés. Un hélicoptère de la police s'élance dans les airs et, dans cette immensité sauvage, les secouristes découvrent un immense panneau SOS sur le flanc de la montagne. Finalement, les randonneurs perdus sont retrouvés à environ 3 km au nord du panneau. Les 2 hommes sont sains et saufs, et la mission est un franc succès. Ok, c'est très bien Terra Nova, mais pourquoi ton histoire se termine aussi vite qu'elle a commencé? Eh bien, c'est une excellente question. En fait, il y a un twist majeur dans notre affaire. Les randonneurs affirment ne pas avoir construit le SOS géant qui a permis leur sauvetage. Oui, vous avez parfaitement compris les aventuriers, ça veut dire que quelqu'un d'autre est perdu sur la montagne. Il faudra attendre le lendemain pour que les hélicoptères repartent dans le ciel et pour que les policiers fouillent la zone. Et ce qu'ils découvrent alors est d'une horreur absolue. Autour du panneau SOS, des fragments d'os humains fracturés sont éparpillés sur le sol et un sac à dos est découvert dans un trou. Les enquêteurs japonais trouvent à l'intérieur une paire de chaussures, un magnétophone, des cassettes et un permis de conduire appartenant à Kenji Iwamura. Les enquêteurs découvrent qu'Iwamura, un employé de bureau âgé de 25 ans, avait disparu 5 ans auparavant lors d'une randonnée dans la région. Ça ne fait aucun doute, les restes retrouvés appartiennent aux malheureux randonneurs, mais coup de théâtre, les médecins légistes concluent que les os proviennent d'une femme âgée de 20 à 40 ans. Pour tenter de percer le mystère, la police décide d'écouter les cassettes retrouvées dans le sac à dos et ce qu'ils découvrent leur glace le sang. Ouais, cet enregistrement est vraiment flippant, et plus troublant encore, les parents de Kenji n'ont pas reconnu avec certitude la voix de leur fils. Mais un rebondissement, encore un, vient bousculer les certitudes des enquêteurs japonais. Le 28 février 1990, les précédentes conclusions médico-légales volent en éclats. Les ossements retrouvés appartiennent bel et bien à Kenji Iwamura. On commence à y voir un peu plus clair, mais une ultime interrogation demeure. Comment un homme souffrant de blessures graves aurait-il pu déplacer des bouleaux longs de 5 mètres pour former le SOS géant? Imaginez une petite ville perdue dans les montagnes de l'Utah où il ne se passe jamais rien et où tout le monde se connaît. Pourtant, c'est justement au cœur de cette routine rassurante que l'impensable s'est produit. Le 2 mai 1995 est un jour comme les autres pour Kipling Davis, une lycéenne de 15 ans aux cheveux flamboyants et au regard mélancolique. Après une dispute avec ses parents, elle arrive tôt à la Spanish Fork High School, puis elle assiste à ses cours du matin et prend son déjeuner à la cafétéria avec des amis. Et puis, plus rien. Kipling manque à l'appel pour les cours de l'après-midi. Étrangement, toutes ses affaires personnelles, son sac, son maquillage, ses livres et même son appareil dentaire sont retrouvés intacts dans son casier. Pourquoi serait-elle partie sans rien emporter? Si certains camarades mentionnent qu'elle avait évoqué l'idée de s'enfuir après la dispute familiale, ses proches rejettent catégoriquement la thèse de la fugue. Moins de 2 mois après sa disparition, le FBI est déjà sur l'affaire, preuve que les autorités la traitent rapidement comme un enlèvement. On dit que le corps de Kipling est enterré dans un canyon voisin, sous un tunnel ferroviaire ou même sous un bâtiment en construction. Et vous allez voir que ces rumeurs ne sont peut-être pas si éloignées de la vérité. Longtemps au point mort, l'enquête connaît un rebondissement majeur en 2003 lorsque le procureur fédéral relance l'affaire avec une détermination sans faille. L'enquête se concentre désormais sur 5 anciens camarades de Kipling, dont un certain Timmy Brent Olsen. Dès le départ, le comportement de Timmy est suspect. Il a fourni plusieurs alibis contradictoires sur son emploi du temps le jour de la disparition. De plus, des témoins affirment qu'Olsen s'était vanté d'avoir agressé et tué Kipling, puis caché son corps près de la rivière Spanish Fork. En 2011, la vérité judiciaire est enfin atteinte et Olsen plaide coupable d'homicide involontaire. Mais Olsen refuse de nommer ses complices et, surtout, d'indiquer l'emplacement des restes de Kipling. Pour la famille Davis, c'est une véritable torture. La justice est passée, certes, mais le deuil est impossible. Ok, très bien, mais quel serait le motif du crime? Est-ce que Kipling a été tué en raison d'un différend entre adolescents ou est-elle tombée aux mains d'un prédateur? Tant que Timmy Brent Olsen gardera le silence, le motif, comme le corps, restera prisonnier de son secret. Ok les aventuriers, vous apprêtez à découvrir l'une des affaires les plus étranges et les plus déroutantes de cet iceberg. Dans la nuit du 24 février 1978, 5 jeunes hommes disparaissent après avoir assisté à un match de basketball. Leur histoire, connue sous le nom glaçant des 5 de Yuba, est un cas si étrange et si riche en incohérences qu'il est devenu une référence absolue dans les mystères américains. Jackie, Bill, Jack, Ted et Gary ne sont pas de simples amis. En fait, ils souffrent tous de troubles cognitifs ou psychiatriques légers. Mais malgré leurs difficultés, ils mènent une vie relativement autonome et sont de véritables passionnés de sport.
Après le match, ils s'arrêtent brièvement dans une supérette vers 22h pour acheter quelques sucreries, puis reprennent la route, direction Yuba City. Et vous vous en doutez, ils n'arriveront jamais à destination. L'alerte est donnée, et c'est immédiatement l'inquiétude. On écarte tout de suite l'idée d'une fugue, car les garçons devaient absolument participer à un tournoi de basketball handisport le lendemain, une date qu'ils avaient tous entourée dans le calendrier. 3 jours plus tard, l'enquête connaît un tournant totalement inattendu quand un garde forestier repère la Mercury de Jack sur un chemin isolé à plus de 80 km de leur destination prévue. La voiture n'est ni accidentée, ni en panne, elle contient encore du carburant et les friandises achetées la veille sont sur le siège. En revanche, les clés et les amis sont introuvables. Pourquoi 5 hommes, dont aucun n'était familier de cette zone montagneuse et hostile, auraient-ils abandonné un véhicule parfaitement fonctionnel? Pour ajouter au mystère, un témoignage crucial émerge. Dans la nuit même de la disparition, Joseph Jones est victime d'un malaise cardiaque sur la route. À demi conscient, il aperçoit des phares et les silhouettes de 5 personnes, notamment celle d'une femme, tenant un bébé dans ses bras. Joseph appelle à l'aide, il supplie, mais le groupe l'ignore et disparaît. Lorsque Jones apprend que la voiture des 5 de Yuba a été retrouvée précisément à cet endroit, son récit prend une dimension terrifiante. Qui sont cette femme et ce bébé, accompagnant vraisemblablement les 5 amis? Et pourquoi n'ont-ils pas apporté assistance à Joseph? Les intenses recherches sont brutalement interrompues par une tempête de neige, laissant la région préservée pendant des mois. C'est seulement en juin 1978 que l'horreur est confirmée. Des motards découvrent une caravane abandonnée, avec le corps de Ted à l'intérieur. Pourtant, la caravane est pleine de vivres, comment Ted a-t-il pu mourir de faim et de froid? Était-il trop désorienté ou handicapé pour se servir? Les jours suivants, tout s'accélère. Les corps de Jack, Bill et Jackie sont retrouvés éparpillés dans la forêt, victimes des éléments et des animaux. Seul Gary reste introuvable, ses chaussures sont retrouvées dans la caravane, suggérant qu'il est reparti en chaussettes dans la neige. Plus on avance dans cette histoire, et plus nous avons de questions sans réponse. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose lors du match de basket, ou alors sur le parking de la supérette? Pourquoi abandonner un véhicule fonctionnel pour une mort lente? Est-ce que la femme au bébé a-t-elle joué un rôle? Et surtout, où se trouve Gary Mathias? Autant d'interrogations et de mystères qui continuent de hanter les enquêteurs presque 50 ans plus tard. Bien, laissons derrière nous les 5 de Yuba pour nous aventurer dans le territoire du bizarre. L'affaire de Stephen Kubacki est l'une des plus étranges de l'histoire américaine, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il a réapparu avec 15 mois de trous de mémoire et des indices qui posent plus de questions que de réponses. En février 1978, Stephen Kubacki est un étudiant de 23 ans à l'université Hope. Il étudie l'allemand, a de bonnes notes et est passionné par la nature. Bref, c'est un gars absolument normal et rien dans sa vie stable et bien ordonnée n'indique qu'il est sur le point de devenir un mystère national. Un jour enneigé, Steven décide de faire une sortie de ski de fond en solitaire sur les rives gelées du lac Michigan. Il est bien équipé et part de bonne humeur, mais vous en doutez, il ne reviendra jamais à l'heure prévue. Rapidement, une recherche intensive est lancée, mais tout ce que l'on trouve, ce sont ses skis et ses bâtons de marche abandonnés sur la rive du lac. Des empreintes de pas, vraisemblablement les siennes, s'avancent sur une 60aine de mètres, avant de s'arrêter brusquement au bord du lac gelé, sans aucune trace de ce qui aurait pu lui arriver. Puis le lendemain, pour ajouter au mystère, son sac à dos réapparaît au centre d'une zone qui avait déjà été fouillée en détail. Malgré les recherches étendues, Stephen Kubacki semble avoir cessé d'exister. S'est-il noyé? A-t-il été victime d'un crime ou d'une attaque animale? L'idée d'une fugue semble peu crédible car le jeune homme était stable et avait un emploi de rêve qui l'attendait. Puis l'histoire prend un virage totalement bizarre les aventuriers. Le 5 mai 1979, exactement 15 mois après sa disparition, Steven apparaît soudainement sur le pas de la porte de sa tante à Pittsfield, dans le Massachusetts. Questionné par les autorités, Steven répond qu'il ne se souvient de rien. Il affirme avoir perdu connaissance sur le lac Michigan et s'être réveillé dans un champ à plus de 1100 km de là. Les indices retrouvés près de lui ajoutent au mystère. Il porte des vêtements qui ne sont pas les siens et a de l'argent en liquide. Pour les spécialistes, l'hypothèse la plus rationnelle reste l'état de fugue dissociative, comme on a pu le voir avec Patricia Mian et Anna Hupp. Ou alors peut-être que Steven a menti et décidé de fuguer, peut-être pour prendre du recul sur sa vie. Ironie du sort, sa disparition a lieu dans une région connue sous le nom de Triangle du Michigan, une zone réputée pour ses disparitions inexpliquées. Coïncidence ou pas, l'histoire de Stephen Kubacki reste l'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Ok, préparez-vous à une affaire où le plus terrifiant n'est pas l'absence de preuves, mais un indice qui sème un doute mortel. L'histoire de Timothy Pitzon est un cauchemar qui débute par une escapade parentale banale et se termine par un drame et une note cryptique qui hante l'Amérique. Nous sommes le 11 mai 2011 à Aurora, dans l'état d'Illinois.
Timothy Pitzen, un petit garçon de 6 ans, dit au revoir à son père et pénètre avec enthousiasme dans son école, une scène, tout ce qu'il y a de plus normal. Pourtant, cette normalité est brisée peu après 8 heures du matin. Sa mère le retire de sa classe, invoquant une urgence familiale imaginaire. En réalité, Amy Fry Pitzen embarque son fils pour un voyage de 3 jours, une escapade inattendue émaillée d'arrêts dans des parcs aquatiques et des zoos. À partir de cet instant, le scénario s'accélère. Ils sont filmés le 12 mai par les caméras de sécurité du Kalahari Resort dans le Wisconsin et ce sera la toute dernière image confirmée du petit garçon. Le lendemain, Amy prend contact par téléphone avec sa famille, les assurant que Timothy et elle sont sains et saufs, mais elle refuse obstinément de contacter James, qui tente pourtant désespérément de les localiser. C'est à ce moment précis que notre récit bascule dans l'horreur pure. Amy est filmée seule dans un magasin où elle achète un stylo, du papier et des enveloppes avant de s'enregistrer dans une auberge de Rockford. La nuit passe, puis le drame est révélé. Une femme de chambre découvre le corps sans vie d'Amy Fry Pitzen qui a mis fin à ses jours. À côté d'elle, la police trouve une note manuscrite qui déchire le cœur des enquêteurs et de la famille. Amy s'excuse pour le désordre et écrit que Timothy est en sécurité, mais qu'il ne sera jamais retrouvé. La situation est immédiatement alarmante et la police se lance dans une course contre la montre pour retrouver le petit garçon. Dans la voiture d'Amy, les enquêteurs retrouvent de la terre provenant d'un champ herbeux, suggérant un arrêt près d'un ruisseau ou d'une zone isolée et surtout une quantité de sang jugée préoccupante pour l'enfant. Les spéculations sont immédiates. Est-ce que la note d'Amy a été écrite sous la contrainte ou est-ce l'œuvre d'une mère en pleine crise psychotique, déterminée à punir son mari en lui envenenant son fils unique ? James refuse d'envisager le pire, il est convaincu qu'Amy a confié Timothy à des personnes tierces, avant d'en finir. 8 ans plus tard, l'affaire connaît un rebondissement cruel et largement médiatisé. Un jeune homme est retrouvé errant dans les rues du Kentucky et affirme être le petit garçon disparu. L'espoir s'embrase dans tout le pays, mais malheureusement, l'ADN révèle rapidement qu'il s'agit d'un imposteur avec des antécédents de troubles mentaux. Bon, vous savez que je suis particulièrement sensible aux vieilles affaires non résolues. Et je crois bien que je tiens à une histoire qui va vous laisser sans voix. Nous sommes la veille de Noël 1945 à Fayetteville, en Virginie occidentale. George et Jenny Soder, des immigrants italiens respectés et 9 de leurs 10 enfants, se préparent à célébrer. La famille est prospère et vit confortablement, mais George, le père, est connu pour son franc-parler et son opposition virulente au fascisme. Quelques mois auparavant, un vendeur d'assurance s'était montré menaçant, prévenant George que sa maison partirait en fumée et que ses enfants seraient détruits à cause de ses remarques sur Mussolini. Ce sinistre avertissement va bientôt devenir une prophétie terrifiante. La nuit du 24 au 25 décembre est festive chez les Soder, mais vers minuit 30, le téléphone sonne. Jenny décroche le téléphone, elle demande qui est à l'appareil, mais un rire bizarre lui répond. Vaguement troublée, elle remonte se coucher, puis remarque que les lumières sont encore allumées. À 1h du matin, Jenny est réveillée par un bruit sourd sur le toit. Un incendie s'est déclaré autour du bureau de George. La panique s'installe dans la maison et George, Jenny et 4 de leurs enfants réussissent à s'échapper. Mais c'est là que le mystère débute les aventuriers. Maurice, Martha, Louis, Betty et la petite Jenny manquent à l'appel. Paniqué, George se lance dans une tentative de sauvetage frénétique. Il tente de prendre l'échelle habituelle pour atteindre le grenier, mais elle a disparu. Il essaie de démarrer ses 2 camions de travail pour les utiliser comme support pour grimper, mais aucun des 2 véhicules ne démarre, alors qu'ils fonctionnaient parfaitement la veille. Le téléphone par lequel il tente d'appeler les pompiers est coupé. Les survivants n'ont d'autre choix que de regarder la maison brûler pendant 45 minutes. Les pompiers, handicapés par le manque d'effectifs après la guerre, n'arrivent que le lendemain. Une fois arrivés sur les lieux du sinistre, le chef des pompiers déclare qu'aucun os n'a été retrouvé et conclut que les corps des 5 enfants ont été complètement consumés par la chaleur du feu. Anéanti, George fait détruire les décombres de la maison pour créer un jardin commémoratif. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, car la famille Soder est submergée par les doutes. Si la chaleur avait été si intense au point de réduire à néant les ossements des enfants, comment des appareils ménagers sont-ils restés reconnaissables dans les cendres ? Pour vérifier les dires des pompiers, Jenny brûle des petits os d'animaux et découvre avec stupéfaction que les fragments subsistent toujours. Bientôt, les indices étranges se multiplient et indiquent un incendie criminel. La ligne téléphonique a été coupée à 4 mètres de hauteur, l'échelle est retrouvée jetée dans un talus et au printemps, la plus jeune des filles, Sylvia, découvre les restes d'une bombe incendiaire. De surcroît, des témoins affirment avoir vu les enfants disparus dans une voiture en train de regarder la maison en flammes, puis le lendemain dans un restaurant. George engage alors des détectives privés et c'est le choc. L'homme qui l'avait menacé à cause de Mussolini faisait partie du jury d'enquête sur l'incendie. Tout semble indiquer que les enfants Soder ont été enlevés en guise de représailles, mais la seule chose que la famille peut faire, c'est attendre.
C'est pourquoi l'espoir est ravivé avec tant de force en 1967. La famille reçoit une photo d'un jeune homme qui ressemble étrangement à lui, accompagné d'une note énigmatique au dos. Mais encore une fois, cette piste ne mène nulle part. Bref, le mystère est total et les zones d'ombre sont nombreuses. Les enfants Soder sont-ils réellement morts dans l'incendie, malgré toutes les incohérences relevées, ou ont-ils été enlevés en représailles? C'est une question qui hante toujours l'Amérique et qui, personnellement, me trouble profondément. D'ailleurs, si vous voulez explorer cette affaire en profondeur, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Victoria Charlton. Ok les aventuriers, terminons notre voyage dans les eaux troubles de l'iceberg avec une affaire qui a traumatisé tout un pays, c'est l'histoire du triangle des disparus d'Irlande. Entre 1993 et 1998, une vague de disparitions inquiétantes s'abat sur la côte est de l'île d'Émeraude. Ces drames, lorsqu'on les cartographie, dessinent le tristement célèbre triangle des disparus, s'étendant des environs de Dundalk au nord jusqu'à Athlone à l'ouest et Kilkenny au sud. Des femmes se sont volatilisées dans le néant et, face à ce vide insoutenable, une théorie sinistre s'est imposée dans l'esprit du public et des enquêteurs. Le cauchemar commence avec Annie McCarrick, une New-Yorkaise de 26 ans vivant à Dublin, disparue en mars 1993 après avoir pris un bus pour Enniskerry. Annie sera la première d'une longue série. Quelques mois plus tard, c'est Eva Brennan qui s'évanouit après avoir quitté le déjeuner familial à Rathgarryn. Puis en janvier 1994, Imelda Keenan part poster une lettre à Waterford et ne revient jamais. Le rythme s'accélère et la peur s'installe. En novembre 1995, Joséphine Dullard fait de l'autostop pour rentrer chez elle dans le comté de Kilkenny. Elle disparaît près de Moon, juste après avoir raccroché d'un téléphone public. Vient ensuite l'été 1996. Fiona Pender, une femme de 25 ans enceinte de 7 mois, disparaît de son appartement sans un signe de lutte. En 1998, c'est le cas de Deirdre Jacob, une étudiante de 18 ans, qui bouleverse l'opinion publique. Elle se volatilise en plein après-midi, à quelques mètres seulement de l'entrée de la maison de ses parents. Face à cette série noire de disparitions inexplicables, les autorités créent une force d'intervention dédiée, baptisée Operation Trace. En effet, l'absence de corps, d'indices clairs et de coupables désignés laisse le champ libre aux spéculations. L'une des figures qui émerge rapidement comme un suspect majeur est Larry Murphy, un homme condamné en 2001 pour agression et tentative de meurtre d'une jeune femme dans le triangle des disparus. Mais bien que Murphy ait été interrogé à plusieurs reprises, il a toujours nié toute implication et aucune preuve formelle n'a pu le lier directement aux disparitions. Mais si le travail de la Garda et des profileurs du FBI a souvent pointé la piste d'un tueur en série, l'absence de preuves irréfutables laisse planer le doute. Qui est l'homme qui a fait disparaître ces femmes? Aujourd'hui, on ne cherche plus des survivantes, on cherche des réponses pour que le silence qui plane sur le Leinster ne devienne pas une légende de plus en Irlande. Et voilà les aventuriers, nous arrivons au terme de cette plongée dans les eaux troubles de l'iceberg. J'espère sincèrement que ce voyage vous aura captivé et vous aura fait réfléchir sur les mystères qui se cachent sous la surface de notre réalité. Mais attention, nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin. Dans le prochain épisode, nous enquêterons notamment sur la disparition troublante d'un monarque anglais, puis nous envolerons vers le Panama pour percer le secret de la disparition de deux Néerlandaises, avant de lever les yeux vers le ciel pour traquer l'ombre d'un dirigeable fantôme. Avant de nous quitter, si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à booster et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les aventuriers. Tâchez de ne pas disparaître sans laisser de traces et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.